À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des relations avec les citoyens ouverte. La commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi numéro 84, loi sur l'intégration nationale. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente, Madame Price Darcy-McGee est remplacée par M. Morin-Acadie, M. Leduc Hochelaga-Maisonneuve par M. Clich-Rivard-Saint-Henri-Sainte-Anne et M. Bérubé-Matane-Matapédia par Mme Gentilcorps-Terrebonne. Merci. Alors, Madame, Messieurs, bienvenue à la commission. Lors de l'ajournement de nos travaux le 22 avril dernier, nous en étions à l'étude du préambule qui avait été amendé. Et je crois savoir, après les discussions qu'on a eues hors onde, qu'il y a consentement pour reprendre les travaux dans l'ordre chronologique des articles suspendus. Est-ce que j'ai votre consentement? Consentement. Merci beaucoup. Alors, dans les articles suspendus, nous allons commencer par l'article 10. Et juste avant, l'article 10, ce que vous proposez, c'est de retirer l'amendement. C'est ce que je comprends, Monsieur le ministre? Parce que l'article 10 avait été amendé, mais non adopté. Alors, ça me prend votre consentement pour retirer l'amendement avant d'en faire la lecture. Est-ce que j'ai votre consentement? Consentement. Allez-y, Monsieur le ministre. Merci bien, Madame la Présidente. Salutations aux collègues de tous les partis représentés et aux équipes. Et on reprend nos travaux. J'espère que les gens qui nous écoutent sont bien avec nous parce que c'est un projet très intéressant. Donc, article 10, remplacer l'article 10 du projet de loi tel qu'amendé par le suivant. 10. Le gouvernement peut déterminer que la politique s'applique 1. À tout ordre professionnel figurant dans la liste de l'annexe 1 du Code des professions, chapitre C26, ou constitué conformément à ce code. 2. À tout collège institué conformément à la loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, chapitre C29. 3. À tout établissement d'enseignement privé agréé aux fins de subvention en vertu de la loi sur l'enseignement privé, chapitre E-9.1. 4. À tout établissement d'enseignement de niveau universitaire visé à l'un des paragraphes 1 à 11 de l'article 1 de la loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire, chapitre E-14.1. 5. À tout centre de la petite enfance, tout bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial et toute garderie dont les services de garde sont subventionnés visés par la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, chapitre S-4.1.1. Cet amendement a pour objet de limiter les organismes auxquels le gouvernement peut déterminer que la politique sur l'intégration de la nation québécoise et à la culture commune s'applique. Donc, Madame la Présidente, par rapport à l'article précédent, on est plus ciblé. On y va essentiellement selon le parcours éducatif. On ne précise pas les établissements publics, primaires, préscolaires, primaires, secondaires, parce qu'ils étaient déjà visés préalablement. Mais ici, on précise que, disons, de la petite enfance jusqu'à la fin du réseau universitaire, les établissements pourraient être touchés par la politique. Merci. Je vais prendre les interventions. Monsieur le député de l'Acadie. Merci, Madame la Présidente. Alors, bonjour tout le monde. Heureux de vous retrouver pour continuer le travail article par article de ce projet de loi. Monsieur le ministre, vous venez de déposer en l'IAS une série d'amendements. On les a regardés. Je me permettrai respectueusement de vous dire que ça aurait été apprécié si on avait pu les avoir un peu avant. Ça nous aurait permis de les étudier avant le début des travaux, puis de les analyser davantage. Alors, je ne sais pas, de votre côté, ça fait combien de temps que vous les avez, mais personnellement, j'aurais apprécié les recevoir avant les quelques minutes, finalement, qui ont précédé les travaux de la commission. Ceci étant, je vous ai écouté attentivement. Je comprends que dans vos commentaires, vous voulez donc, avec ce nouvel article, limiter davantage les organismes auxquels la politique va s'appliquer. Est-ce que ma compréhension est bonne? Madame la Présidente, faisant suite, si on regarde par rapport à l'article original, on disait que la politique pouvait s'appliquer à des personnes morales ou à des entreprises dont une partie du financement provient d'un ou plusieurs organismes de l'État.
ça couvrait très, très, très large. On en avait parlé lors des dernières séances. Maintenant, on précise que ce qui peut être visé, ce sont les organismes qui sont liés essentiellement au parcours scolaire. Là. Comme j'ai dit, le réseau public d'éducation était déjà visé de toute manière. Donc, on vient préciser ici et donc, d'une certaine manière, mieux cibler des organismes qui pourraient être visés parce que précédemment, l'article original couvrait extrêmement large. Là, on vient davantage se concentrer sur le réseau d'éducation et d'enseignement supérieur. Oui, je vous remercie parce qu'en fait, et nous avions eu cette discussion-là avant. Je vous avais demandé, par exemple, si mon souvenir est bon, des personnes morales ou des entreprises, est-ce que ça peut, par exemple, inclure des syndicats, des centrales syndicales? Est-ce que le financement pourrait y être rattaché, tout dépendant de ce qu'ils font avec la politique? Et vous aviez dit que vous aviez des vérifications à faire à ce niveau-là. Je comprends que les vérifications ont été faites et que donc vous nous revenez avec cette mouture aujourd'hui. Et donc, si ma lecture est bonne, et corrigez-moi si je fais erreur, donc la politique gouvernementale va s'appliquer à ces organismes-là. Et là-dedans, on ne parle plus de financement. Est-ce que je lis bien? Ici, bien, c'est l'article 10 ne parle pas de financement. De toute manière, l'article 10 ne rendait pas et ne rend toujours pas du financement conditionnel. Donc ici, on parle de la politique. À quel organisme la politique pourrait s'appliquer? Voilà l'utilité de l'article 10. Oui, sauf que dans l'article 10, tel qu'il est dans le projet de loi, c'est dit le gouvernement peut déterminer que la politique s'applique à des personnes morales ou à des entreprises dont une partie du financement provient de un ou de plusieurs organismes visés au paragraphe A. Donc, je comprends que ce volet-là, vous l'enlevez complètement. Oui, on l'enlève parce que ici, l'article 10 original, mais là, ça n'a pas besoin de faire le débat sur l'article qui n'est plus là, mais juste pour préciser quand même, oui. Il ne s'agissait pas de rendre le financement conditionnel, il s'agissait, avec 10, la manière dont il était libellé, de dire à quels organismes, à quelles personnes morales la politique peut-elle s'appliquer ou pas. Donc, l'article 10 garde cette intention-là, dire à qui la politique peut s'appliquer ou pas. Précédemment, le critère discriminant était, bien, est-ce que vous recevez du financement de l'État? C'était ça le critère discriminant de l'article 10 initial. On ne va plus vers ça. On va vers, bien, si, bien là, on les énumère, là, les cinq organismes qui pourraient être visés par la politique, plutôt que d'y aller par êtes-vous financé par l'État ou non? On dit, bien, est-ce que vous faites partie de la liste 1 à 5? Très bien. Je vous remercie. Merci. Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour tout le monde. J'aimerais peut-être vous entendre sur l'évolution, puisqu'on est quand même loin de l'article 10 original, puisque là, votre décision finalement de limiter ça aux organismes d'enseignement, incluant la petite enfance, qu'est-ce qui a mené votre cheminement? Puis pourquoi finalement vous décidez de lier ça à l'éducation? Je suis curieux. Et je vous dirais qu'on avait de toute manière l'intention, lors de la rédaction, avec les collègues qui sont responsables de ces ordres d'enseignement-là ou le responsable du ministère de la Famille, dans le cas des garderies, on avait l'intention de travailler avec les collègues pour voir si la politique va s'appliquer ou pas. Parce qu'ici, l'article 10 ne prescrit pas que ça va s'appliquer nécessairement à tous ces organismes-là. Ça va dépendre lors des travaux avec les collègues. Donc, on avait déjà cette intention initiale-là. C'était les 5 organismes visés dans l'article 10 de lequel on parle en ce moment pouvaient d'emblée être visés dans la version originale. Cependant, vous m'aviez posé des questions lors des derniers travaux en nommant un paquet d'autres organismes ou entreprises en disant est-ce que ça peut s'appliquer? Ce n'était pas notre intention initiale. Je comprends. Mais dans le libellé initial, je ne pouvais pas l'exclure. Je vais dire, bien, peut-être qu'un autre gouvernement, après nous, pourrait. L'article ne l'interdisait pas, ne l'empêchait pas. Donc, voilà pourquoi on vient cibler. Si on prend les choses à l'envers, M. le ministre, là, parce que là, on avait initialement
les personnes morales ou les entreprises qui sont nommées au paragraphe A de l'annexe 1 de la Charte de la langue française, finalement, ce paradigme-là de l'annexe 1, il disparaît. C'est vraiment seulement que ceux qui sont nommés à 2, 3, 4 et 5, en plus des ordres professionnels. La référence à la Charte de la langue française, on la voit plus, puis les organismes nommés, on les voit plus, ou c'est encore là? Là, vous faites référence à l'article 8 qui, lui, 10. s'applique toujours. Non, mais c'est parce que je réponds à votre question. À l'article 8, on dit « Cette politique s'applique aux organismes, et là, tel que modifié, là, cette politique s'applique aux organismes visés au premier alinéa du paragraphe A de l'annexe 1 de la Charte de la langue française, à l'exception de la Commission de la représentation constituée en vertu de la loi électorale. » Donc, la politique s'applique toujours, par exemple, aux municipalités, par exemple, à tous les ministères. Ça reste là, l'article 8 demeure inchangé. C'est l'article 10 qui change en disant qu'on pourrait choisir, lors de l'élaboration de la politique, de toucher aussi, et là je généralise, là, des CPE, des écoles privées, des cégeps, des universités. OK, donc juste pour qu'on comprenne bien, tous les organismes précédemment cités, comme vous venez de le dire en lien avec 8, demeurent encore liés par l'article 8. Et là, vous ajoutez d'autres. Puis là, tantôt, vous m'avez dit que vous avez décidé de restreindre. Finalement, on n'est pas en train de restreindre. Finalement, on élargit. Là. Juste, avant de poser mes questions peut-être de fond, juste bien comprendre la démarche juridique qu'on est en train de faire. Très bien. Il est important qu'on comprenne très bien. L'article 8 est un article prescriptif qui dit « La politique s'applique ». Et là, on désigne à l'article 8 tous les organismes en référant là, à la Charte de la langue française, tous les organismes à lesquels, d'emblée, d'office, la politique va s'appliquer. Ça, c'est l'article 8. Il est inchangé. Je ne propose pas de le réouvrir. On est très à l'aise avec son libellé. L'article 10, dans sa version initiale, ça disait « Le gouvernement peut déterminer que la politique s'applique » et on énonçait des choses. Et dans sa version amendée que nous travaillons aujourd'hui, le gouvernement peut déterminer que la politique s'applique. Donc, dans les deux cas, on ajoute une possibilité, au-delà de l'article 8, que la politique vise d'autres organismes. Dans la version originale de l'article 10, on courait très, très, très large. Le critère était « Êtes-vous financé par un organisme de l'État ou non? » Maintenant, j'arrive avec un critère. Est-ce que c'est un ordre professionnel? Est-ce que c'est affilié à un CPE? Est-ce que c'est une école privée? Est-ce que c'est un cégep? Est-ce que c'est une université? Si la réponse est oui, le gouvernement pourrait déterminer que la politique s'applique à vous ou à ces organismes. Voilà, là, je pense. Fait que la distinction, le lien de distinction est en lien avec le financement, si j'ai bien compris. C'est la partie à des fins, à des personnes morales ou à des entreprises dont une partie du financement provient d'eux. C'est ça qui faisait que vous encapsuliez plus large que finalement la version actuelle. Oui, c'est ça. Si on compare l'article 10 original et le 10 dont on parle aujourd'hui, voilà. Bien, quoique, je pense que les organismes qui sont listés dans l'article 10 tel qu'amendé reçoivent aussi du financement, mais ce n'est plus ce critère qui est déterminant. Si je vous la pose aussi à l'envers, qui, par exemple, ou quel groupe ou organisme aurait pu être visé par l'ancien 10, avez-vous, comme dans cette nouvelle lecture-là, exclu? On a eu des discussions avec le collègue d'Acadie, les médias, les syndicats. Il y a eu des discussions sur... vous nous aviez déjà répondu sur le Conseil de la magistrature. Vous aviez dit que c'était exclu. Bref, qui, finalement, pouvait être à 10-2 puis finalement ne le sera pas? Écoutez, un exemple, je ne veux pas avoir la liste au complet, mais large, là, vous êtes sûrement capable de me donner n'importe quel organisme qui reçoit du financement de l'État. Là. Il y en a, là. Les entreprises, donc des entreprises aussi. Les entreprises, c'est un exemple. Une entreprise qui reçoit du financement de l'État aurait pu être touchée si nous avions gardé la version originale de l'article 10. Donc, ici, on n'est pas là. N'importe qui, comme vous venez de le dire, là, qui reçoit une subvention ou un financement d'un programme d'investissement Québec ou autre, aurait pu, dans la version 10.2, là, comme il ne sera pas spécifiquement listé ni à l'annexe 1, ni explicitement cité à 10 nouvel article, là, ils ne pourront pas être visés. C'est essentiellement ça que vous dites. Là. Les entreprises en étant un exemple.
On dit la même chose ou pas tout à fait? Je veux quand même préciser qu'on a d'autres articles là, qui arrivent C'est ça. plus loin, mais pour la politique, la réponse c'est non. Parce que la politique, on arrive plus tard avec d'autres articles où on dit que la loi peut toucher d'autres organismes, mais pas la politique. Là, on vient circonscrire le champ d'application de la politique sur l'intégration nationale. Les autres... c'est ça, oui, parfait. 2, 4... Oui, c'est parfait. 2, 3, 4, 5 étaient déjà dans la version précédente, là, les collèges d'enseignement, les établissements d'enseignement privé, l'universitaire, etc. Ça, c'était déjà inclus? Ou si c'est un ajout? Non, le 10, l'amendement qu'on travaille aujourd'hui n'est pas un ajout. C'était déjà inclus parce que vous savez comme moi que c'est ça. Un collège, un cégep, en fait, c'est financé par l'État. Un établissement d'enseignement privé agréé, donc subventionné, bien, s'il est subventionné, il reçoit de l'argent de l'État. Les universités reçoivent de l'argent de l'État. Les CPE, quand on le précise, le point 5 ici, là, ça dit sont subventionnés. Donc, ces éléments-là, ces institutions-là, auraient déjà pu être visées. Donc, quand je dis on restreint, ça veut dire que ce qui est là dans 1, 2, 3, 4, 5 était déjà là dans 10. Par contre, parfait. Il y a des entreprises qui étaient là dans l'original qui ne sont plus là aujourd'hui. Parfait. Et là, vous dites que le gouvernement peut déterminer que la politique s'applique. Ça se fait également par décret. C'est vous qui prenez ce décret-là comme ministre de la langue française? Ça va être dans la politique. Donc, au dépôt de la politique, lorsque le gouvernement rendra public la politique, après les travaux avec les collègues. Et ça va être par décret à la fin, mais ça va être lors de la rédaction de la politique. Okay. Après ça, la politique sera mise en œuvre lors du décret. C'est bien ça? Allez-y, il y a consentement. Il y a consentement, je vais juste vous demander de vous présenter et vous pouvez répondre. Oui, je m'appelle Gabriel Roy, je suis avocat pour le ministère de la langue française. Donc, en fait, juste oui, pour préciser, effectivement, il y a un décret pour l'approbation de la politique et il devrait y avoir, si c'était le souhait du gouvernement, de rendre applicable la politique à d'autres des entités qui sont listées à l'amendement, un autre décret pour le prévoir. Mais dans tous les cas, c'est le véhicule du décret. Ce serait un décret différent, puis ce serait une décision différente. Donc, à chaque fois, pour mettre en vigueur, mettons, ou donner force à l'article 10, il va falloir un décret qui, nommément, dit qui est visé par la politique. Exactement. C'est un pouvoir gouvernemental qui est exercé par décret. Donc, à chaque fois que le gouvernement veut exercer ce pouvoir-là, il va prendre un décret. Le décret va être publié à la Gazette. Puis ça serait, normalement, ça va être nommément, ou la liste des collèges et institutions va être nommée, ou c'est plutôt tous ceux visés à 2, là, ou à 3, ou à 4, ou ça peut être un des deux? Ça peut être des deux. La manière dont un éventuel décret serait rédigé, je ne vais pas la présumer, mais disons qu'il y a une marge. Là. Merci beaucoup. Je vous en prie. Là, donc, Monsieur le ministre, on avait cette discussion-là sur le communautaire, là, puis l'autonomie communautaire. Là, vu qu'on détache la question du financement lié pour l'article 10, puis on verra 16 tantôt, là, mais pour 10, les organismes communautaires PSOC ne sont plus visés par 10, si ma compréhension est bonne. Votre compréhension est bonne. Parfait. Puis là, il y aura une autre discussion à faire sur 16, là, mais 10, ils n'y sont plus. C'est tout pour l'instant, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur 10, Monsieur le député d'Acadie? Oui, merci, Madame la Présidente. Brièvement, pour les ordres professionnels, donc est-ce que ce serait la même procédure, c'est-à-dire qu'il y aura un décret qui pourrait viser l'ensemble des ordres professionnels ou un ordre professionnel en particulier, ou comment vous allez fonctionner dans la mise en œuvre de la politique pour les ordres professionnels? C'est la même chose. La rédaction est semblable, que ce soit pour les autres professionnels, pour les collèges, pour les établissements d'enseignement privés agréés. C'est toujours la même chose. Et dans votre politique, est-ce que vous allez développer des critères pour déterminer un ordre professionnel plutôt qu'un autre? Comment vous allez procéder? Là, vous êtes en amont de la rédaction de la politique et des discussions que j'aurai avec mes collègues. Donc, je ne peux pas vous dire exactement lequel de ces alinéas-là, de 1 à 5, pourrait être activé par décret et de quelle manière, parce que là,
J'ai des travaux à faire, des réflexions à faire, des discussions avec les collègues. Donc, je ne peux pas vous le répondre. On met ici une habilitation, une possibilité qu'un gouvernement peut utiliser. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement à l'article 10? S'il n'y a pas d'autres interventions, est-ce que l'amendement de l'article 10 est adopté? Adopté. Conséquemment, est-ce que l'article 10 tel qu'amendé est adopté? Adopté. On passe donc... oui. Petit point. Monsieur le ministre, vous aviez exclu les organismes là, comme protecteurs de citoyens, etc. C'est toujours le cas, ça ne change pas. Ben, écoutez, c'est adopté, là, mais oui. Ouais, c'est je vais vous la poser dans 5 secondes. Oui, je sais, mais il est adopté pareil. Oui, la réponse est oui. D'accord. On passe donc à l'article 12 qui avait été suspendu. Monsieur le ministre, je vais vous demander d'en faire la lecture. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, 12, le ministre peut requérir de tout organisme auquel s'applique la politique des informations quant à la mise en œuvre de cette dernière. Lorsque l'organisme visé par la demande relève de la responsabilité d'un autre ministre, celle-ci est faite de concert avec cet autre ministre. Donc, c'est un article qui confère au ministre de la langue française le pouvoir de requérir des informations relatives à la mise en œuvre de la politique. Il précise que ce pouvoir est exercé de concert à l'égard d'un organisme relevant de la responsabilité d'un autre ministre. On avait suspendu, je n'ai pas d'amendement pour cet article, on l'avait suspendu tout simplement parce que c'est vraiment le corollaire de l'article 10. Puis là, on réfère ici à des organismes auxquels s'applique la politique. Les collègues disaient, oui, mais on n'a pas déterminé quels organismes. Là, maintenant qu'on l'a clarifié à 10, je n'ai pas d'autres précisions à faire là-dessus. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 12, Monsieur le député d'Acadie? Merci, Madame la Présidente. Donc, requérir des informations, un ministre va le faire par simple lettre. Allez va avoir des indicateurs. Est-ce que ça va être par décret? Comment vous allez procéder? Ouais. Non, ça peut se faire tout simplement par une lettre au moment où on doit rendre des comptes. Il est prévu ailleurs dans un article qu'on a adopté d'ailleurs, qui a à un moment donné des comptes rendus. Le terme n'est pas exact. C'est quoi le terme? Pardon? Le rapport quinquennal. Donc, évidemment, pour faire un rapport quinquennal, il faut aller chercher les informations. Donc, dans ce cadre-là, on a besoin de l'article 12 pour mettre en œuvre l'autre article qui dit qu'on produit un rapport de mise en œuvre. Donc, voilà. Bien, je comprends que 12 s'applique uniquement au rapport de mise en œuvre ou ça peut être plus large que ça? Parce qu'effectivement, dans la loi, vous prévoyez un rapport quinquennal, bien sûr, mais est-ce que ça peut déborder la rédaction du rapport quinquennal? Écoutez, on pourrait, effectivement, on ne précise pas que c'est simplement pour le rapport quinquennal, mais il pourrait y avoir des inquiétudes, des questions sur la mise en œuvre de la politique au sein d'organismes qui est visé, auquel cas le ministre pourrait requérir des informations. Et si le ministre n'est pas satisfait des informations, ça peut aller jusqu'où? Est-ce qu'il peut déclencher une enquête? Comment ça va fonctionner? Est-ce qu'il peut forcer l'organisme à donner des informations? Bien, écoutez, la loi, c'est la loi. Hein, donc, les gens doivent respecter la loi au Québec, c'est normal. On ne parle pas ici d'un pouvoir d'enquête, mais il est précisé dans notre article qu'on a adopté qu'il appartient, voilà, c'est ça, l'article 11. Entre le 10 et le 12, c'est exactement ça. Il appartient à la personne qui exerce la plus haute autorité administrative au sein de l'organisme de prendre les moyens nécessaires pour que l'organisme tienne compte de la politique. Donc, lorsque vous administrez un organisme visé par la politique, celle-là, comme toutes les autres, au gouvernement, c'est pas nouveau, bien, la personne qui exerce la plus haute autorité doit s'acquitter de sa tâche. Puis le ministre responsable de la politique, c'est normal, peut requérir des informations pour s'assurer que c'est bien mis en œuvre. Parfait. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions à l'article 12, est-ce que l'article 12 est adopté? Adopté. Nous allons maintenant passer, dans l'ordre chronologique, à l'article 14 qui avait été adopté et amendé. Donc, j'ai besoin de votre consentement pour rouvrir l'article 14 tel qu'amendé. Consentement. Monsieur le ministre, je vais vous demander maintenant de faire la lecture de l'amendement que vous proposez. Voilà, donc article 14, remplacé dans le premier alinéa de l'article 14 du projet de loi tel qu'amendé et de développement de la culture commune par de développement de la culture commune et de relations interculturelles. Je vais juste le lire
au sens complet, parce que sinon c'est dur à saisir, puis après ça, je lirai les commentaires. Donc, ça pourrait se lire ainsi. Le ministre propose au gouvernement les grandes orientations en matière d'intégration à la nation québécoise, de développement de la culture commune et de relations interculturelles. Donc, l'amendement a pour objet de confier au ministre de la langue française la responsabilité de proposer au gouvernement les grandes orientations en matière de relations interculturelles. On est dans la concordance ici parce qu'on a préalablement ajouté ensemble, dans des amendements, le principe de relations interculturelles. Je pense qu'on avait harmonieuse, mais on a ajouté le concept de relations interculturelles dans l'intégration nationale. Donc, à terme de concordance, il faut que le ministre responsable de la loi puisse aller dans cette direction-là. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Est-ce que la... Pardon? La version précédente était sur division, fait que je voudrais que vous enregistriez le même vote. OK. Donc, je vais quand même poser la question. Il faut adopter l'amendement. Est-ce que l'amendement est adopté? Sur division. D'accord. Est-ce que l'article 14, tel qu'amendé, est adopté? Sur division. Merci beaucoup. On passe donc à l'article 16, qui avait été suspendu. Monsieur le ministre, je vais vous demander de faire la lecture de votre amendement. Oui, merci. Article 16. Remplacer l'article 16 du projet de loi par le suivant. 16. Les conditions d'octroi de toute aide financière pour soutenir des projets par un organisme auquel s'applique la politique nationale sur l'intégration à la nation québécoise et à la culture commune doivent être compatibles avec l'intégration nationale et ses fondements. Le gouvernement peut toutefois rendre cette exigence inapplicable dans les cas qu'il détermine par règlement. Un tel règlement peut viser l'ensemble des organismes ou certains d'entre eux. L'article 12 s'applique au présent article avec les adaptations nécessaires. Donc, c'est un amendement qui a pour objet de prévoir une exigence de compatibilité avec le modèle d'intégration à la nation québécoise et ses fondements relative aux conditions d'octroi de toute aide financière pour soutenir des projets par les organismes auxquels s'applique la politique nationale sur l'intégration à la nation québécoise et à la culture commune, et ce, en remplacement du pouvoir réglementaire du gouvernement proposé par l'article 16 du projet de loi. L'amendement prévoit que le gouvernement peut rendre cette exigence inapplicable dans les cas qu'il détermine par règlement. Il prévoit également de rendre applicable l'article 12 du projet de loi afin de permettre au ministre de la langue française de requérir de tout organisme auquel s'applique la politique des informations quant au respect de cette exigence et pour l'exercice du pouvoir réglementaire du gouvernement. Donc, par rapport à l'article 16 initial, on voit des différences. On parle ici, oui, d'aide financière, ici. Par contre, on parle de conditions d'octroi. On dit qu'on y va ici sur les projets. Et c'est là une nuance qui est importante. Précédemment, on ne faisait pas référence à projet. On aurait pu viser, je dirais, le financement à la mission avec l'article 16 tel que précédemment rédigé. Avec cet amendement-là, on y va sur des projets. Et voilà. Voilà la nuance. Avant de prendre des questions, Monsieur le ministre, Oui. compte tenu que cet article n'avait pas été lu, je vais vous demander de lire l'article comme tel parce qu'il n'avait pas été lu. Donc, c'est important. Ça, c'est un amendement à l'article, mais faut-il Bien, lire on le l'article. remplace. Oui, mais je vais quand même vous le demander parce Très bien. qu'on va revenir, parce qu'il faut que ce soit fait pour pour fin d'archives. Très bien, Madame la Présidente. Donc, l'article 16 initial, lors du dépôt du projet de loi. 16. Le gouvernement peut déterminer par règlement, parmi les formes d'aide financière que peuvent octroyer les organismes auxquels la politique nationale sur l'intégration à la nation québécoise et à la culture commune s'applique, celle dont l'objet doit être compatible avec le modèle québécois d'intégration nationale et ses fondements. C'est cet article qu'on propose de remplacer par celui que j'ai lu. D'accord. Le texte étant lu, on comprend que tout l'article est modifié par l'amendement. Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Monsieur le député de Saint-Henri-Saint-Anne. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc là, Monsieur le ministre, 16, c'est les conditions d'octroi de toute aide financière pour soutenir des projets par un organisme auquel s'applique la politique nationale. Donc, encore faut-il en amont que la politique nationale s'applique à eux. On s'entend?
Excusez-moi, je veux juste être sûr. Il n'y a pas de problème. Conditions d'octroi de dotation financière pour soutenir des projets. Oui, mais attention. La politique s'applique à l'ensemble des ministères Oui. et à l'ensemble des organismes. Là, on réfère à l'article, c'était 8? 8. 8. Voilà. Et donc, on réfère à la liste là, qui est dans la Charte de langue française. Par exemple, une municipalité. La politique s'applique à une municipalité. Donc, ici, la municipalité, pour soutenir un projet, devra s'assurer que ce dit projet est compatible avec l'intégration nationale et ses fondements. Donc, la municipalité, elle, est visée par la politique. L'organisme n'est pas visé par la politique, mais le projet soumis par l'organisme doit être compatible avec la loi et le modèle. Donc, l'organisme reçoit de l'argent de la ville, dans votre exemple. Oui, c'est ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Il n'y a personne qu'on nomme, là, on fait un exemple. La ville finance, je dis n'importe quoi, un festival, quel qu'il soit. Ce festival-là, par l'article 16, peut être visé par les conditions d'octroi de toute aide financière, même si la politique ne s'applique pas directement à ces derniers. Exactement. Il faut séparer le modèle d'intégration nationale. On crée un modèle, la loi institue un modèle avec essentiellement, je vous dirais, ses fondements, sa définition. Tout ça est dans la loi. La politique n'est pas encore rédigée, mais on sait qu'elle sera cohérente avec la loi. On sait qu'elle visera, par exemple, une municipalité. Donc, la municipalité étant visée par la politique, un organisme visé par la politique qui donne du financement devra s'assurer que le projet financé est compatible, non pas avec la politique, mais compatible avec le modèle d'intégration. Et si on avait l'article 16 initial, on ne précisait pas que c'était une question de projet. On pouvait y aller sur le financement à la mission. Encore une fois, je vous dirais, on resserre, mais on garde les yeux, je pense, sur l'efficacité et la cohérence gouvernementale. Une des intentions, un des fondements du projet de loi, c'est d'avoir une cohérence gouvernementale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se dote d'un modèle d'intégration, il ne faut pas que ça soit juste dans les lignes, il faut que ça se vive, il faut que ça s'incarne dans une politique, il faut que le gouvernement aille dans une même direction. Puis en cohérence, bien, le gouvernement ne peut pas utiliser des fonds publics pour financer quelque chose qui serait totalement incompatible avec ses lois. Par exemple, on ne pourrait pas financer quelque chose, c'est pas moi, qui encourage le racisme. On dirait, bien non, je ne peux pas financer quelque chose qui encourage le racisme. C'est contraire au fondement. Évidemment. Voilà. Qu'est-ce qui exclut le PSOC dans la lecture, là, par exemple? Parce que dans le fond, le PSOC, ça découle d'un financement du ministère de Santé et Services sociaux, qui, lui, est visé par l'annexe 1. Est-ce que le même chemin ne se fait pas? Puis comment on s'assure de le préserver? Puisque vous l'avez verbalisé, là, cette volonté-là, que ce soit par projet et non pas la mission. Comment juridiquement on fait cette distinction-là? C'est vraiment le mot projet ou comment c'est précisé légalement, ça? La distinction entre les deux? Bonne question. Donc, on l'a rédigé pour que ce soit clair d'un point de vue juridique. Là, les conditions d'octroi de toute aide financière pour soutenir des projets par des organismes, non pas soutenir des organismes, mais bien soutenir des projets par des organismes. En le rédigeant de cette manière-là, c'est l'intention, puis en le disant à micro, on le clarifie pour d'éventuels doutes qui pourraient subsister. Fait que la question de l'autonomie communautaire là, dont on avait discuté, puis le financement à la mission, volet PSOC, tout ça, on préserve ça avec le libellé actuel. Mais quand viendra le cas d'appliquer ou le moment d'appliquer sur des projets particuliers, là, quel qu'il soit, on verra faire des exemples. Mais là, dans ce cas-là, là, il y aura une attache sur du financement ponctuel par projet et non pas la mission. On s'entend sur cet élément-là. On s'entend. Parfait. C'est tout pour le moment, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député d'Acadie. Oui, merci, Madame la Présidente. Sauf qu'il y a des organismes communautaires qui ont à peu près pas de financement à la mission. C'est tous des financements par projet. Donc, ce que je comprends mal, c'est quand
vous avez modifié 10 et que vous avez enlevé les personnes morales, là, je comprends que vous pouvez atteindre exactement le même objectif par 16. Je comprends que vous le limitez pour soutenir des projets, mais dans la réalité, il y a des organismes communautaires qui fonctionnent que par projet. Donc, le résultat va être le même. On a différents articles, mais en bout de piste, vous allez arriver à la même place, non? Un organisme... Mais d'abord, je trouverais ça, disons, particulier que des organismes aillent à l'envers des fondements que nous avons votés, d'ailleurs. En tout cas, les fondements de la loi, il faut les relire pour comprendre qu'on est dans un projet intégrateur, puis je ne vois pas de scandale à ce qu'un organisme respecte les fondements qu'on a discutés ensemble. On pourra les relire au besoin. Je pense que c'est assez fédérateur. Mais ensuite, le gouvernement va financer des projets qui sont cohérents avec le modèle. Ceci dit, s'il y a un organisme qui va faire une levée de fonds pour faire quelque chose qui est contraire au modèle, je vais trouver ça dommage, mais ce ne sera pas interdit. Un organisme peut se financer aussi de d'autres manières que juste de recevoir directement des subsides de l'État. Oui, sauf que je vous ai écouté très attentivement, puis c'est vous qui nous avez dit qu'à 10, vous aviez modifié 10 parce que personne morale ou des entreprises, ça peut être trop large. C'est les mots que vous avez utilisés. Mais là, moi, je lis 16, puis vous pouvez arriver au même résultat. Fait que là, c'est là que j'ai un peu de difficulté à vous suivre. Mais je comprends que c'est sûr que la loi s'applique qu'à tous. Ça, c'est clair dans ma tête. Puis je comprends qu'ici, vous dites des projets, mais comme je vous dis, c'est qu'il y a plusieurs organismes communautaires qui se financent uniquement par projet. Fait que là, vous allez arriver à un résultat similaire à ce que vous venez d'enlever à 10. Alors, en quoi vous allez restreindre? Au fond, elle est là, ma question. Bien, je pense qu'il y a quand même une nuance assez importante. On parle d'articles qui ont été retirés, là, qui ne sont pas là, mais pour les fins de discussion, je vais jouer le jeu, là. L'article 10 initial permettait de viser des organismes lorsqu'ils recevaient des fonds par la politique. Et là, si un organisme était visé par la politique, c'était tout l'organisme qui était visé par la politique. L'entreprise XYZ qui recevait du financement d'Investissement Québec pouvait être visée par la politique pour l'ensemble de ses activités-là. Toute l'entreprise pouvait être visée par la politique parce qu'elle reçoit ou parce qu'elle recevait, cet article-là n'a pas été adopté, du financement de l'État. Là, on est ailleurs. On dit un projet X subventionné par l'État, ce projet-là doit être compatible avec notre modèle d'intégration nationale. Donc, si un organisme, si une entreprise veut recevoir pour un projet très précis du financement, bien, effectivement, il ne faudra pas qu'il aille à l'encontre, avec l'argent de l'État, contre le modèle québécois d'intégration nationale. Mais il ne s'agit pas ici d'imposer à l'ensemble de l'organisme, pour toutes ses activités, une politique. C'est quand même une nuance qui est très importante. Ceci dit, faut que la politique... En fait, il faut que le modèle vive aussi. Je veux dire, on ne peut pas débattre comme ça d'un modèle, puis après ça, souhaiter qu'il ne s'applique pas. On veut qu'il s'applique. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement à l'article 16? S'il n'y a pas d'autres... Oui, monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le ministre, il y avait la question, puis on y reviendra, là, mais vous aviez un... Ça se fait aussi par règlement. Peut-être juste préciser sur comment ça se met en vigueur. Le gouvernement peut toutefois rendre cette exigence inapplicable. C'est le deuxième volet, en fait, que je voudrais vous entendre là, sur l'inapplicabilité. Si vous pouvez expliquer un petit peu comment ça marche. Oui, mais l'article 16, tel qu'amendé, celui dont on parle, le premier alinéa s'applique d'emblée. On n'a pas besoin d'un décret, on n'a pas besoin de prendre connaissance de la politique pour appliquer le premier alinéa, le premier paragraphe de l'article 16.
le deuxième paragraphe dit « Le gouvernement peut toutefois rendre cette exigence inapplicable dans les cas qu'il détermine par règlement. » Donc, dans ce cas-ci, il pourrait y avoir un règlement pour viser certains organismes ou certains d'entre eux. Vous dites, bien là, dans tel cas, on accepte qu'un projet qui ne respecterait pas les fondements soit quand même financé par un organisme de l'État. Honnêtement, au moment où on se parle, à ce moment-ci, je ne vois pas là, quel événement. Mais on a voulu mettre ça ici pour ne pas s'attacher les mains, puis pour pas, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, que survienne quelque chose qu'on ne prévoit pas, puis de ne pas avoir de possibilité de s'adapter. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une certaine flexibilité dans le cas où quelque chose qu'on ne prévoit pas surviendrait. Mais notre intention, c'est pas d'utiliser cette habilitation réglementaire à tout vent. Excellent. Puis là, quand ça dit l'article 12 s'applique l'article 12 s'applique avec les adaptations nécessaires, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que la 12, c'est que vous pouvez requérir les informations nécessaires. Fait que c'est la même chose. Finalement, quelqu'un reçoit de l'argent, vous avez les mêmes pouvoirs là, de reddition. Je ne sais pas si ça s'appelle reddition de compte, mais j'imagine que oui. Là, mais... L'article 12 réfère à la politique, aux organismes qui sont visés par la politique. Donc, le ministre peut requérir des organismes auxquels s'applique la politique, des informations pour s'assurer que la politique est appliquée. Ici, à 16, il ne s'agit pas d'appliquer la politique, mais il s'agit de respecter le modèle et les fondements de l'intégration nationale. Donc ici, on ne dirait pas « montrez-nous que vous respectez la politique », parce que vous n'êtes pas visé par la politique. On pourrait dire « écoutez, on vous a donné du financement, vous nous avez proposé un projet qui respecte le modèle d'intégration nationale, mais je ne sais pas, on a des inquiétudes, ou on est allé sur place, puis on n'est pas certain. Pouvez-vous, le ministre pourrait requérir des renseignements, pouvez-vous nous montrer comment ça s'est déroulé, quel est votre projet, est-ce que vraiment, tel que dans votre projet soumis, vous avez fait ce que vous aviez dit que vous allez faire, est-ce que vraiment vous respectez le modèle et les fondements de l'intégration nationale? C'est juste pour s'assurer que ce qui est dit est réalisé. À 16... on parle vraiment du fondement là, de l'intégration nationale, non pas de la politique. Ou si c'est les deux? On parle du modèle d'intégration nationale. Modèle. On n'est pas dans la politique. C'est important de le préciser. Tout à l'heure, on parlait de la politique. Là, ici, on dit les choses doivent être compatibles avec l'intégration nationale et ses fondements. Donc, ici, pour vérifier de la compatibilité, il faut se référer directement à la loi ou aux articles de loi qu'on discute en ce moment. C'est ça. Donc, ce qu'on a discuté il y a plusieurs semaines, et non pas, comme vous l'avez dit tantôt comme exemple, attendre la politique. Finalement, ça va avoir application même avant que vous ayez... Bien, peut-être pas avec les entrées en vigueur, finalement, mais on n'a pas besoin de la politique pour s'entendre sur ce que sont les fondements. On les aura adoptés dans les articles précédents. Exactement. Tout à l'heure, on parlera de date d'application, de mise en œuvre, mais effectivement, on n'a pas besoin de lire la politique pour comprendre la loi. Et dans ce cas-ci, pour l'article 16, il s'agit de se référer directement à la loi et non pas à la politique. Est-ce que vous avez discuté, puisque là, je comprends qu'il y a eu des discussions eu égard au PSOC puis au financement de la mission. Là, tu sais, souvent, le PSOC constitue une partie... des fois plus grande, des fois moins grande du financement complet d'un organisme. Là. Puis il y a beaucoup d'appels à projets, puis il y a beaucoup de financements qui s'ajoutent par projet sur le financement à la mission globale. Comment est-ce que, dans le cas d'un organisme là, qui, par exemple, reçoit un financement PSOC minoritaire, là, qui est peut-être à 20 ou 22 % de son financement, peut-être moins que ça, on s'assure qu'il puisse préserver son autonomie si, dans l'ensemble des projets auxquels il applique, finalement, il est visé par l'article 16? Donc, essentiellement, parce que vous avez semblé m'énoncer une volonté de préserver l'autonomie du communautaire. Là. Moi, j'en connais des organismes là, qui cumulent 7, 8, 9, 10 appels à projets. Si ces 10 appels à projets-là sont visés par 16, finalement, on ne sera pas capable dans l'entièreté d'assurer leur autonomie. Est-ce que vous avez discuté de ça ou réfléchi de ce point-là avec votre collègue aux services sociaux ou les autres? Bien, l'intention du gouvernement, c'est que l'intégration nationale trouve son application. Donc, on n'a pas voulu viser directement le financement à la mission, qui est une case différente, mais on a voulu
nommément et de manière assumée, s'assurer que les projets financés soient compatibles avec l'intégration nationale. Et je répète, là, au modèle d'intégration nationale, les fondements suivants, c'est la culture québécoise et la culture commune. C'est le socle qui permet à tous les Québécois de bâtir une nation unie. L'État du Québec, la responsabilité de la protéger, de prendre des mesures afin que les Québécois participent à la vitalité de celle-ci. On parle de la culture québécoise. Les personnes immigrantes et les personnes s'identifiant à des minorités culturelles sont appelées à contribuer, notamment à partir de leurs caractéristiques culturelles, c'est important de le dire, à son évolution et à son enrichissement. Je sais, chers collègues, que vous êtes là, mais vous savez, mais je veux juste leur dire pour les gens qui nous écoutent, qui disent « Ouais, mais là, il faut respecter quoi? Il faut être compatible avec quoi? » Bien, c'est ça. C'est d'appeler les gens à contribuer à partir de leurs caractéristiques culturelles, à l'évolution, à l'enrichissement de la culture québécoise. C'est jusqu'ici, honnêtement, je vois mal comment un organisme dirait non, moi je veux faire le contraire de ça. Elle se concrétise notamment par des objets culturels. Par exemple, dans les semaines des Oreillettes, par exemple, ici. Le français est la langue officielle et commune du Québec. Le principal véhicule de la culture québécoise, c'est ça nos fondements. Il est la langue d'accueil et d'intégration des personnes immigrantes qui leur permet d'interagir, de s'épanouir au sein de la société québécoise, de participer au développement de celle-ci. La langue, c'est la langue de communication interculturelle qui permet le rapprochement entre les personnes s'identifiant à la majorité francophone et celles s'identifiant à des minorités culturelles, qui permet à tous les Québécois de participer à la vie publique dans la société. Le français doit être protégé et valorisé par l'État du Québec et par tous les Québécois. 3. L'adhésion aux valeurs démocratiques, aux valeurs québécoises, exprimées notamment par la Charte des droits et libertés de la personne, dont l'égalité homme-femme dont l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi, on a ajouté ça ensemble, ainsi que la lutte contre le racisme et la discrimination. La laïcité du Québec, je continue. La possibilité à tous de participer à la société québécoise, dont l'identité est intimement liée au territoire québécois, ainsi qu'à ses réalités locales et régionales, on l'avait amendé à ces cas-là. La reconnaissance de la primauté des lois. Donc, essentiellement, il n'y a pas que ça, mais ce sont les fondements du modèle. Donc, il me semble normal que des organismes voulant bénéficier du soutien financier de l'État réalisent des activités qui sont compatibles avec les éléments que je viens d'énoncer. Je l'ai fait, je sais, chers collègues, que vous connaissez ça, parce qu'on l'a lu ensemble, mais juste pour que les gens qui nous écoutent qui disent, bien, est-ce que c'est des contraintes excessives? Est-ce que c'est la police de la pensée? Moi, je ne suis pas gêné là, de demander le respect de ces principes-là pour recevoir du financement de l'État. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Bien, je partage l'opinion du ministre sur le caractère fort et absolument déterminant des valeurs là, puis des fondements que vous avez nommés. Là, moi, je partage ou je souligne un élément d'inquiétude qui nous est notamment relevé là, par rapport à l'autonomie du communautaire. Je pense que c'est deux éléments qui sont comprenables et sur lesquels là, il ne m'appartient pas aujourd'hui nécessairement de hiérarchiser, là, mais c'est sûr qu'il y a une partie d'éléments d'inquiétude qui peut être comprise de la part d'un réseau communautaire qui défend son autonomie. Puis là, le ministre fait la distinction dans la mission et par projet. Moi, j'ai pour vision un communautaire pleinement autonome qui, de facto, respecte de toute façon, je pense à l'immense majorité, voire l'unanimité, les principes de valeur. La preuve, c'est qu'on en a démontré ou dénommé aucun qui pouvait constituer le contre-exemple. Ça parle, ça, quand même aussi. C'est quand on vient chercher ou gratter qui ne le respecterait pas. Pour l'instant, on n'en a pas vu. Fait que, évidemment que j'en suis, là, de ce que vous venez de dire, M. le ministre, je l'entends. Mais pour moi, il aurait été possible de faire ça tout en préservant l'entièreté de l'autonomie du communautaire, incluant le par-projet. Mais évidemment, ce que je dis là, c'est sans remettre en question les principes et l'importance des fondements qu'on s'est donnés précédemment. Merci. Monsieur le député d'Acadie. Oui. Merci, Mme la Présidente. J'ai juste un cas de figure, puis j'aimerais vous entendre là-dessus. Donc, ça va s'appliquer aux projets, à des organismes qui reçoivent de l'argent, que ce soit, vous l'avez souligné, d'une municipalité ou de l'État, du gouvernement. Qu'en est-il si une association, une communauté autochtone a besoin de financement? C'est un projet, que ce soit pour faire connaître leur culture, un festival de musique, peu importe. Et souvent, dans les communautés autochtones, d'ailleurs, on l'a vécu ici sur
la terrasse du Parlement, ils débutent leur activité par une séance de spiritualité autochtone. Est-ce que vous allez les exclure parce que c'est peut-être pas tout à fait en accord avec la laïcité de l'État ou vous allez les empêcher? Qu'est-ce que vous allez faire avec les peuples autochtones compte tenu de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones? Bien, la laïcité, c'est pas l'athéisme forcé. La laïcité, c'est le respect de la liberté de croyance et la liberté de conscience. Donc, pas ici le faire tel un juge qui rendrait décision sur le banc, là, donner une réponse pour chaque exemple donné, mais d'emblée, je crois d'aucune manière qu'une activité culturelle autochtone serait empêchée, ne serait pas financée. D'ailleurs, dans le préambule, on va y venir plus tard, mais même dans la version initiale du préambule, on parle du droit des Premières Nations inuites là, à préserver leur langue et leur culture. Joe, merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement de l'article 16? Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, oui, Monsieur le député. Donc, juste avant de voter, je vais vous demander un vote par appel nominal, s'il Oui, vous plaît. parfait. Alors, Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention, M. Robert Chambly. Pour. Mme Tardy-Laviolette-Saint-Maurice. Pour. Mme Schmaltz-Mimon. Pour. Mme Rougemans-Iberville. Pour. Mme Gendron-Châteauguay. Pour. Mme Blais-Abitibi-Ouest. Pour. M. Morin-Acadie. Pour. M. Clich-Rivard-Saint-Henri-Sainte-Anne. Abstention. Mme Lecourt-Laplaine. Abstention. Alors, l'amendement à l'article 16 est adopté. Est-ce que, donc, conséquemment, l'article 16 tel qu'amendé est adopté? Adopté. On passe donc, dans l'ordre, à l'article 17. Comme le texte n'a pas été lu, vous allez, Monsieur le ministre, lire d'abord le texte et on va passer à l'amendement par la suite. Merci bien. Donc, article 17, le gouvernement peut autoriser un organisme auquel s'applique la politique nationale sur l'intégration à la nation québécoise et à la culture commune à octroyer une aide financière qui ne peut être octroyée en vertu du règlement pris en application de l'article 16 en raison de son objet. Donc, l'amendement, article 17, c'est retirer l'article 17 du projet de loi, tout simplement. C'est un amendement qui a pour objet de retirer le pouvoir du gouvernement d'autoriser un organisme à octroyer une aide financière en dérogation à un règlement pris en vertu de l'article 16 proposé du projet de loi. Ce pouvoir n'a plus lieu d'être car l'habilitation à prendre un tel règlement a été retirée par un amendement remplaçant l'article 16 du projet de loi. Donc, on est dans la concordance. Le 17 faisait référence à une ancienne version de l'article 16. Ça ne s'applique plus. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement à l'article 17? S'il n'y a pas de questions, est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Est-ce que l'article 17 tel qu'amendé est adopté? Adopté. On passe donc à l'article... Là, on va ajouter un nouvel article, donc un article 22.1.1. Merci bien, Madame la Présidente. Donc, insérer après l'article 22.1 du projet de loi tel qu'amendé, l'article suivant, 22.1.1, l'article 1 de la loi sur le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, chapitre M-16.1, est modifié par le remplacement dans le deuxième alinéa de la diversité ethnoculturelle et de l'inclusion par de la francisation et de l'intégration. Cet amendement a pour objet de retirer au ministre de l'Immigration et de la francisation et de l'intégration la responsabilité de la diversité ethnoculturelle et de l'inclusion et d'affirmer qu'il est responsable de la francisation et de l'intégration. Donc, on avait la notion, d'ailleurs, la notion de ethnoculturel, on l'a retirée à d'autres endroits du projet de loi. On fait plutôt référence à minorité culturelle, je crois, oui, c'est ça. Et ici, on a un transfert de responsabilité quand on parle de relations interculturelles. Mais ici, donc, on va arriver plus tard à 22.1.2, etc. Donc, dans les suivants, on va voir la concordance de ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement introduisant le nouvel article 22.1.1?
S'il n'y a pas de questions, est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article 22.1.1 est adopté? Adopté. Donc, on a un autre amendement, l'amendement introduisant l'article 22.1.2. Monsieur le ministre. Oui, excusez-moi. Article 22.1.2, inséré après l'article 22.1.1 du projet de loi tel qu'amendé, l'article suivant, 22.1.2, l'article 2 de cette loi est modifié par la suppression dans le premier alinéa de « et des minorités ethnoculturelles ». Donc, on se répète un petit peu ici. Cet amendement a pour objet de retirer au ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration la responsabilité d'élaborer et de proposer au gouvernement des orientations et des politiques sur la participation des minorités ethnoculturelles à la société québécoise. C'est le corollaire de ce qu'on vient de faire. Est-ce que des interventions sur l'amendement introduisant le nouvel article 22.1.2? Pas d'intervention. Est-ce que l'amendement introduisant l'article 22.1.2 est adopté? Adopté. On a un nouvel amendement introduisant un nouvel article 22.1.3. Monsieur le ministre. Article 22.1.3, inséré après l'article 22.1.2 du projet de loi tel qu'amendé, l'article suivant, 22.1.3, l'article 4 de cette loi est modifié. 1. Par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1, de diversité ethnoculturelle et d'inclusion par francisation et intégration. 2. Par le remplacement du paragraphe 8 par le suivant. 8. Susciter et coordonner l'engagement des ministères et organismes, ainsi que des autres acteurs concernés de la société, notamment des municipalités, afin de soutenir l'intégration des personnes immigrantes à la nation québécoise en conformité avec le modèle d'intégration prévu par la Loi sur l'intégration nationale, indiqué ici l'année numéro de chapitre de cette loi, et d'édifier ainsi une société plus cohésive et contribuant à leur établissement durable en région. Donc, cet amendement a pour objet de modifier une référence aux fonctions du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration en concordance avec la modification à l'article 1 de la Loi sur le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration proposée par un amendement au projet de loi. Il a également pour objet de reformuler une des fonctions de ce ministre. Merci. Est-ce que des interventions sur l'amendement introduisant l'article 22.1.3? Monsieur le député d'Acadie. Merci, Madame la Présidente. Alors, je comprends, Monsieur le ministre, que vous ajoutez contribuer à leur établissement durable en région. Si mon souvenir est bon, certaines municipalités avaient souhaité ça. Est-ce que c'est alors en réponse à ce qu'elles demandaient ou pour favoriser l'intégration en région? C'était déjà là, c'était mentionné dans l'article. Oui, l'ordre, en fait, l'article est reformulé, mais on le garde, effectivement. Puis, effectivement, il y avait des municipalités. Oui, voilà, merci. Il y a des municipalités qui l'avaient mentionné, mais c'était déjà dans la loi. Dans la reformulation, on le garde. C'est sûr qu'il ne fallait pas enlever ça. Très bien, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement introduisant l'article 22.1.3? S'il n'y a pas d'autres interventions, est-ce que l'amendement introduisant l'article 22.1.3 est adopté? Adopté. Nous en sommes donc rendus à l'article 23 qui avait été suspendu et non lu. Alors, Monsieur le ministre, je vais vous demander d'en faire la lecture. Merci bien. Donc, 23. Le gouvernement peut, outre les pouvoirs de réglementation prévus par la présente loi, prendre tout règlement pour en faciliter la mise en œuvre, y compris pour définir les termes et expressions qui y sont utilisés ou en préciser la portée. Donc, c'est un article qui confère au gouvernement un pouvoir réglementaire afin de faciliter la mise en œuvre de la loi sur l'intégration nationale. C'est assez d'usage d'avoir ce type d'article pour s'assurer de bien comprendre. Non, je n'ai pas d'amendement, Madame la Présidente. Est-ce que des interventions sur l'article 23? S'il n'y a pas d'intervention, est-il adopté? Adopté. Merci. On passe donc à l'article 25 qui, encore une fois, n'avait pas été lu. Et vous allez avoir un amendement, mais je vais vous demander de faire la lecture du texte original avant. Oui. Donc, 25, le premier règlement pris en vertu de l'article 16 doit l'être au plus tard le, indiqué ici la date qui suit, de 24 mois, celle de la sanction de la présente loi. Et l'amendement, simplement retirer l'article 25 du projet de loi.
Amendement qui a pour objet de retirer l'obligation du gouvernement de prendre un règlement en application de l'article 16 du projet de loi afin de tenir compte du fait que la prise d'un tel règlement pourrait ne pas être nécessaire vu les modifications proposées par amendement à cet article. Donc, quand on a fait 16, on a vu qu'il n'y aura pas nécessairement de règlement applicable. Donc, on ne pourrait pas forcer l'édiction d'un règlement puisque ici, c'est une option. C'est une possibilité de mise en œuvre. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement? Que c'est un élément qui avait été soulevé par le commissaire à la langue française dans son mémoire. Et donc, je comprends que vous venez corriger ça. Parce qu'effectivement, vous avez à 16 la possibilité, alors qu'à 25, on avait le droit. Je suis d'accord. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'autres interventions, est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. L'article 25 est donc retiré. On passe donc, selon ce que j'ai, à l'article 28. La présidente, excusez-moi, on a un amendement, donc je lis l'original. Oui, bien, en fait, l'article 28 avait été... Là, j'ai besoin de votre consentement pour rouvrir l'article 28 parce qu'il avait été adopté et amendé. Donc, j'ai votre consentement? Consentement. Parfait. On retire... Est-ce qu'on touche à l'amendement? Oui, on touche à l'amendement. Donc, on retire l'amendement. Non, on ne retire pas l'amendement. Madame la présidente, on doit simplement rouvrir 28, puis j'ai un amendement qui vient modifier 28 tel qu'amendé. Donc, on ne retirera pas 28. Parfait. Alors, je vous demande de lire l'amendement. Merci. Donc, l'article 28. À l'article 28 du projet de loi tel qu'amendé, remplacer de l'article par des articles 16 et. Donc, cet amendement a pour objet de faire coïncider la date de publication de la première politique nationale sur l'intégration à la nation québécoise et à la culture commune, l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'exigence de compatibilité avec le modèle d'intégration à la nation québécoise et ses fondements, des conditions d'octroi de toute aide financière pour soutenir des projets par les organismes auxquels s'applique la politique. Petite précision, tout à l'heure, on a adopté 16 en le modifiant, en disant que des organismes visés par la politique devaient ensuite s'assurer que lorsqu'elles financent des projets, ceux-ci doivent être compatibles. Maintenant, si on ne modifiait pas l'article 28, ceci s'appliquerait dès la sanction de la loi. Or, à la sanction de la loi, on ne peut pas être certain de la liste des organismes visés. Il faut d'abord publier la politique, parce qu'il y a certains organismes qui sont visés d'emblée et d'autres qui pourraient être visés. Donc, on retarde et on s'assure que l'article 16 et donc le financement projet compatible ne s'appliquera qu'au moment où on aura une politique. C'est pas parce que ces organismes-là seront visés par la politique, mais c'est parce que les organismes visés par la politique, eux, on en aura la liste complète au moment. Donc, on retarde un petit peu l'application de 16. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais je pense que oui. Voilà. C'est de la cohérence, puis c'est s'assurer que ça s'applique bien. Avant de prendre les interventions, je vais juste suspendre quelques instants, s'il vous plaît. Merci. À l'ordre, s'il vous plaît. On reprend nos travaux. Donc, une question de précision, parce qu'on veut être dans le... suivre l'ordre des choses. Ce qui a été présenté est un sous-amendement. Donc, j'ai besoin de votre autorisation pour rouvrir l'amendement. Parfait. Consentement. Et est-ce qu'une personne de la banquette gouvernementale veut déposer le sous-amendement? Je peux bien le déposer. Pas l'imposer, là, mais le déposer, c'est bon. Je vais déposer ce grand amendement. Alors, est-ce qu'on en fait la lecture à nouveau? C'est correct. Donc, est-ce que le sous-amendement... est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur le sous-amendement? Pas de questions, pas de commentaires. Est-ce que le sous-amendement est adopté? Adopté.
Donc, on revient à l'article 28 tel qu'amendé. Est-ce que l'article 28 tel qu'amendé est adopté? Adopté. Merci beaucoup. Donc, on est sûr qu'on est correct. Tous les articles ayant été faits, on va revenir au titre. Et après ça, est-ce que vous voulez qu'on revienne au titre ou on revient au préambule? Préambule avant. Parfait. On revient au préambule. Nous en étions donc... Attendez que je suive. On avait déjà des commentaires d'entamés. Et il y avait un amendement de déposer et adopté. C'est des commentaires sur le préambule. Oui. Bien, l'amendement, il est déjà adopté, l'amendement. Hein? Il a déjà été adopté. Est-ce que vous proposez d'autres... Est-ce que vous proposez d'autres amendements ou on poursuit? L'amendement a été tout de suite après le deuxième considérant. Oui. Est-ce que vous voulez... Parce que l'amendement, on peut bien l'ouvrir, mais il a déjà été adopté, là. Oui, exactement. On revient sur la liste principale. Parce que vous m'aviez demandé de mettre l'amendement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le préambule? Oui, exactement. Il n'est pas adopté. On a adopté un amendement qui a été inséré, si ma mémoire est bonne, après le deuxième considérant. Oui, allez-y. Merci. Pendant qu'on retrouve et qu'on affiche à l'écran, l'amendement que nous avons adopté, c'est un amendement qui touche plusieurs éléments, il me semble bien. Après ça, là, on va travailler sur le préambule tel qu'amendé, mais l'amendement prévoyait que, on remplaçait dans le premier alinéa « se caractérise par se définir ». Exact. On insère, après le troisième alinéa, l'alinéa suivant, considérant que la nation québécoise a un attachement particulier à la laïcité de l'État. Puis on insérait dans le 10e alinéa, et après celui-ci, l'État du Québec. Puis on insère à la fin du 14e alinéa, tout en assurant un équilibre entre les droits collectifs de la nation québécoise et les droits et libertés de la personne. Donc, ça, c'était un amendement qui avait plusieurs éléments. Tout ceci est adopté. Puis là, il y avait des collègues qui, je pense, voulaient soit intervenir sur le préambule tel qu'amendé ou proposer d'autres amendements. Là, je ne sais trop. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le préambule tel qu'amendé? Monsieur le député d'Acadie. Merci. En fait, j'avais différentes questions, Madame la Présidente. Dans le considérant qui traite des Premières Nations et des Inuits, on a parlé de la reconnaissance de leur langue ancestrale et dans votre préambule, vous reconnaissez uniquement le droit qu'ils ont de maintenir et de développer leur langue ou leur langue ancestrale et leur culture d'origine. Donc, il n'y a pas autre chose. Excusez-moi, oui, mais je n'étais pas certain que c'était une question. Je vais juste le relire, mais c'est correct. Ouais. Juste le relire, ça dit « Considérant que l'Assemblée nationale reconnaît aux Premières Nations et aux Inuits au Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu'ils ont de maintenir et de développer leur langue et leur culture d'origine. » Donc ici, on fait référence à la langue et à la culture, puis on dit qu'ils peuvent le maintenir et le développer. Les maintenir et les développer. Mm-hmm. Oui. Sauf que dans la Déclaration des Nations unies sur la reconnaissance des droits des peuples autochtones, c'est beaucoup plus large que ça. Alors, est-ce que vous vous en êtes inspiré pour rédiger ce considérant-là?
Je vous dirais qu'on ne s'est pas nécessairement inspiré de la Déclaration des Nations unies. On s'est inspiré de ce qu'on fait au Québec et des autres articles de loi, notamment, je pense, dans la Charte de la langue française, sur les assises et l'importance qu'on reconnaît aux Premières Nations inuites de développer et de maintenir leur langue et leur culture. Il y a quand même une motion de l'Assemblée nationale qui fait référence à l'importance de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Donc, c'est pas une loi, mais c'est quand même une intention claire du Parlement. Alors, vous vous en maintenez leur langue, leur culture, c'est tout. Bien, je pense que c'est considérable, ce qu'il y a là. Et je pense aussi, tantôt, on a d'ailleurs, dans le cadre de nos échanges, vu que ça pouvait s'articuler dans quelque chose de concret. Très bien. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne? Merci, Madame la Présidente. Pour continuer sur ce point-là, il y a des groupes, notamment la Ligue des droits et libertés, le Protecteur des citoyens, là, qui parlaient de mettre au pluriel langue, culture et origine, ou culture, en fait, leur langue et culture d'origine au pluriel pour les Premières Nations inuites. Est-ce que c'est quelque chose que vous considéreriez de développer leur langue et culture au pluriel? C'est une bonne question, puis l'enseignant de français en moi s'est posé cette question-là quand les légistes ont proposé cette formulation-là. On m'a dit que ça pouvait être compris de deux manières. On sait bien que toutes les nations autochtones et les Inuits ne parlent pas tous la même langue, mais on parle de leur langue à chacune d'entre elles. Ça a été analysé, puis d'un point de vue juridique, ça tient la route, mais vous savez, des fois, la manière de la langue française peut être interprétée. On me confirme qu'il n'y a pas d'enjeu. On sait bien qu'ils n'ont pas tous... ce sont des nations. Ils ont des cultures distinctes, puis ils ont des langues aussi qui leur appartiennent. On le comprend très bien. Puis en le disant au micro ici, je pense que je renforce cette interprétation-là. Puis dans les deux lectures qui s'interprétaient, vous ne voulez pas privilégier celle qui est peut-être plus explicitement claire, parce que les gens ne se référeront pas à nos travaux, là, en tout cas rarement. Là. Je veux dire, j'aimerais ça que ce soit le cas, mais les faits sont différents. Ouais. Je vous pose la question. Là. Bien, je me suis posé la question. Je n'étais pas, mon Dieu, c'est une erreur, il faut la corriger. J'ai posé la question, j'ai vérifié. On m'a confirmé que ça se lisait comme ça, que ça s'interprétait comme ça. On parle des Premières Nations. Je pense que c'est suffisamment clair. Puis dans d'autres lois, c'est la formulation que nous avons aussi. Parfait. Il y avait des questions aussi de référer à la Charte de la langue française directement dans les considérants et de référer à la Charte des droits et libertés de la personne. C'est la CDPDJ qui nous en parle là, dans les deux cas. Est-ce que vous avez étudié cette possibilité-là? La CDPDJ nous en parlait pour le 3e considérant, notamment pour la Charte de la langue française. Bien, on fait référence dans la loi, oui. à la Charte, puis dans les considérants, on parle de la langue vraiment à plusieurs endroits. Je pense qu'elle est suffisamment présente, honnêtement. La Charte? Bien, la Charte des droits et libertés, la Charte québécoise des droits et libertés, si je ne m'abuse, n'est pas dans les considérants, mais elle est directement... Elle est citée dans les fondements. Elle est citée dans les fondements, c'est ça. Donc, elle est de facto... En fait, c'est encore plus fort d'avoir... En tout cas, quand on réfère aussi... quand on réfère au modèle, des fois, on dit on réfère au modèle et au fondement. Le modèle, c'est le projet de loi qui le définit. Puis les fondements sont là, très clairement. Là, on y va... honnêtement, c'est fort, là, je crois. Parfait. Est-ce que ça va? La question... parce que là, j'essaie de faire un corollaire, Monsieur le ministre, puis un lien entre nos fondements là, tels que modifiés, là, notamment, puis le préambule, là, parce qu'il y a eu des améliorations, des ajouts. La question de l'égalité homme-femme, on la retrouve au premier considérant, ça va. La question de laïcité, c'est là. La question de lutte à la discrimination et au racisme qu'on a ajouté dans les fondements, est-ce que vous seriez ouvert à l'intégrer dans les considérants? Parce qu'on a pas mal un référent à tout, sauf ça, là, si je ne m'abuse. J'essaie de faire
Bien, si on me trouve un endroit, si on a une référence directement dans les fondements, puis vous êtes inquiet que ça ne soit pas suffisamment renforcé, On va le faire. vous trouvez un endroit où l'insérer, je ne m'oppose pas d'emblée. Parfait. Je ne m'oppose pas d'emblée. Il faut juste voir si ça fonctionne bien, si c'est au bon endroit, puis c'est dans les fondements. On peut y aller si vous voulez nous faire une suggestion qui va dans ce sens-là. On va le faire, Madame la Présidente. Je vais juste peut-être poser mes questions en tout, puis on suspendra le cas échéant. Le député va avoir d'autres oui. questions, donc le temps... Finissez vos questions. Je vais poursuivre avec les députés de l'Acadie. Vous pourrez commencer votre texte entre-temps. Allez-y avec le collègue, c'est bon. Oui, parfait. Monsieur le député de l'Acadie. D'Acadie. Merci, Madame la Présidente. Dans le préambule, Monsieur le ministre, il y a un considérant que la loi s'applique dans le respect des institutions de la communauté québécoise d'expression anglaise. Quand on a entendu les groupes en audience particulière, vous avez parlé du caractère historique de la communauté anglophone au Québec. Je comprends que vous limitez le respect uniquement à leurs institutions. Bien, on respecte tous les Québécois, là. Attention, on respecte tous les Québécois, peu importe la langue qu'ils parlent. Ici, on est dans un considérant où on précise que ça se fait dans le respect des institutions de la communauté québécoise d'expression anglaise. Je pense que c'est important de le faire. C'est rassurant, je pense, pour certaines personnes qui pourraient s'en inquiéter. Puis pour vous, ça correspond à quoi, le respect des institutions de la communauté québécoise d'expression anglaise? Bien, au premier chef, je parlerai des écoles, du réseau scolaire anglophone, évidemment, mais je sais aussi qu'ils ont des institutions d'enseignement supérieur. Il y a aussi certaines institutions dans le réseau de la santé. Il pourrait y en avoir d'autres, là. Écoutez, il faudrait questionner mon collègue, le ministre responsable des relations avec la communauté anglophone. Je ne suis pas sûr que je l'ai dit comme il faut. Mais d'emblée, je nommerais ces 3 catégories-là. OK. L'aviez-vous consulté au préalable? Oui, absolument. Écoutez, un projet de loi de cette importance-là, aussi fort, aussi important, structurant pour le gouvernement, c'est sûr que ça a été étudié, analysé par l'ensemble des cabinets, l'ensemble des ministres, l'ensemble des sous-ministres et des administrations. Ça fait l'objet d'une étude au Conseil des ministres. Donc, c'est sûr que ça a été analysé de manière très sérieuse par tous les collègues. Très bien. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, on va suspendre quelques instants. À l'ordre, s'il vous plaît, la commission reprend ses travaux. Donc, Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, vous aviez l'intention de déposer un amendement dans les préambules. Je vais vous demander d'en faire la lecture. Merci beaucoup, Madame la Présidente, en remerciant l'équipe légale pour sa bonne collaboration. Préambule, inséré dans le 12e alinéa du préambule du projet de loi tel qu'amendé, et après québécoise, notamment la lutte contre le racisme et la discrimination. Si on baissait un peu, je pourrais lire la phrase au complet. Merci beaucoup. Considérant que l'intégration culturelle et la promotion des valeurs québécoises, notamment la lutte contre le racisme et la discrimination, interpellent l'État, la population, les acteurs de la société et les institutions de la nation. Voilà. Alors, tel que discuté précédemment dans le cœur du projet de loi, Madame la Présidente, puis tel qu'a fait l'objet de plusieurs amendements, desquels je remercie le ministre pour l'ouverture, on voit la lutte à la discrimination un petit peu partout, notamment dans les fondements de ce que constitue la politique nationale. Alors, je pense que d'y faire un corollaire et d'y référer directement dans le préambule, dans les considérants du préambule, me semble justifié et à propos. Donc, voilà pourquoi nous le soumettons. Merci. Est-ce que des interventions sur l'amendement? Monsieur le ministre. J'accueille la proposition d'amendement de mon collègue. Je pense que c'est intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. On revient au texte principal du préambule tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, s'il n'y en a pas d'autres interventions, est-ce que le préambule tel qu'amendé est adopté? Adopté. Merci beaucoup. Alors,
On est donc rendu aux intitulés des chapitres. Est-ce que les intitulés des chapitres sont adoptés? Adoptés. Le titre du projet de loi, je pense que vous proposez un nouveau titre, Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente. Donc, titre remplacé dans l'ensemble du projet de loi, y compris son titre, Loi sur l'intégration nationale par Loi sur l'intégration à la nation québécoise. Cet amendement a pour objet de remplacer le titre du projet de loi en concordance avec la modification de la référence au modèle d'intégration proposé par l'amendement à l'article 2 du projet de loi. Donc, on fait référence à l'article 2. Donc, je pense qu'elle sera ainsi mieux nommée et on pourra mieux s'y référer, puis ce sera plus cohérent avec ce qu'on a inséré dans la loi. Alors, est-ce qu'il y a des interventions sur le titre proposé? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que le titre proposé est adopté? Adopté. Alors, je propose que la Commission recommande la renumérotation du projet de loi amendé. Je propose également que la Commission adopte une motion d'ajustement des références. Est-ce que cette motion est adoptée? Adoptée. Bien, écoutez, on en est rendu aux remarques finales. Alors, je vais commencer par vous, Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais être bref et garder la majorité de mes commentaires pour les étapes qui suivront, la prise en considération et ou l'adoption. Mais je veux quand même remercier les collègues, le ministre en l'occurrence, le collègue Lacadie, évidemment l'ensemble des collègues de la banquette gouvernementale aussi. Remercier les gens qui sont venus en consultation particulière, qui ont permis évidemment la bonification de manière importante du projet de loi. Je remercie l'ensemble des groupes qui, par ailleurs, nous ont conseillés dans ce travail, nos équipes recherchistes, évidemment vous, Madame la Présidente. Merci pour votre excellent travail, ainsi que votre secrétariat. Je remercie aussi les gens à la technique et, comme je disais, là, je ferai davantage de commentaires sur l'adoption au Salon Rouge. Merci beaucoup, Monsieur le député d'Acadie. Merci, Madame la Présidente. Alors, moi, à mon tour, de remercier Monsieur le ministre et son équipe. Il y a eu énormément de débats, de questions qui ont été posées et je tiens à souligner que dans l'équipe de Monsieur le ministre, il y en a plusieurs qui nous ont aidés finalement pour l'avancement des travaux. Je tiens à remercier aussi les collègues de la banquette gouvernementale qui ont été ici avec nous pendant toutes les heures qu'on a consacrées à ce projet de loi. Merci aux collègues de Saint-Henri-Sainte-Anne pour les amendements qui ont été proposés. Je voudrais également remercier mon collègue, M. Anger, qui m'a accompagné, aidé pendant toute la durée du projet de loi, puis M. Roy, notre stagiaire bon enfant qui m'accompagne aujourd'hui. Merci également à toutes les personnes qui s'occupent de la technique. Puis je vous remercie aussi beaucoup, Madame la Présidente, pour la façon dont vous avez présidé nos travaux avec le personnel de l'Assemblée. On a eu souvent à travailler des amendements sous amendements. Bref, enfin, vous l'avez vu et vous avez bien fait votre travail. Alors, je tiens à vous remercier également. Puis, pour ma part, bien évidemment, il y a 2 autres étapes à franchir. Donc, je vais garder le restant de mes commentaires pour ces 2 autres étapes qui seront au Salon Rouge. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Je me prends à avoir un petit trémolo dans la voix, une petite émotion, pour vrai. J'ai eu la chance de porter plusieurs projets de loi, celui sur les maternelles 4 ans, celui sur le protecteur de l'élève qui est venu vraiment me chercher au cœur, l'abolition du serment au roi, mais ce qu'on vient de faire, c'est dans une catégorie à part. Je pense que ça va être important, ça va se décliner d'une manière structurante avec la politique qui viendra. Ça va amener une cohérence gouvernementale. Il va y avoir un avant et un après. On n'avait pas de modèle d'intégration au Québec. Ça laissait un grand vide. Ça amenait, je vous dirais, je pense, de sérieuses difficultés pour les personnes qui font le choix de venir vivre au Québec, que j'appelle les nouveaux Québécois. On va être capable de mieux les accueillir. On va être capable de faire entendre au monde que, oui, ça existe, la nation québécoise, que ça existe, la culture québécoise, que les gens sont invités, oui, à y adhérer, mais à y contribuer. Gens de partout, vous êtes les bienvenus ici. Sachez que les Québécois sont ouverts, sont accueillants. Ils demandent que vous deveniez Québécois, tout simplement, et que vous contribuiez, que vous ajoutiez
votre couleur sur le tableau. Donc, vive l'intégration nationale. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci les collègues. Je n'ai pas senti à aucun moment l'intention de ralentir, l'intention de faire déraper, rien. C'était un excellent travail de collaboration. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de vous dans ce projet de loi. Merci pour vos suggestions. On en a accueilli quand même plusieurs. Puis ça me fait plaisir. Maintenant, ça sera, quand il sera adopté, notre projet de loi à tous. Merci vraiment aux équipes, aux collègues et aux équipes qui nous ont accompagnés. Puis à bientôt. Merci, Monsieur le ministre. Je vais juste me permettre à mon tour de faire quelques remarques avant d'ajourner. C'est un travail d'équipe, on l'a toujours dit, un projet de loi, ça se construit ensemble. Évidemment, il y a une prémisse de base, mais ça se construit, ça se finalise ensemble. Alors, merci à vous tous et toutes pour cette participation-là. Merci à l'équipe de la commission aussi, tout le personnel technique également. Sans vous, on n'y arriverait probablement pas. Alors, on va poursuivre ce travail-là. C'est toujours pour moi vraiment intéressant le type de projet de loi que nous avons à la Commission des relations avec les citoyens. C'est pour moi toujours un petit coup de cœur. Alors, la Commission ayant accompli son mandat, ajourne ses travaux sine die.